Dans la scène d'ouverture, nous assistons à une interview en cours avec Andrew Kincaid, le PDG d'une société de jeux vidéo en expansion rapide appelée Sentinel. Au cours de l'interview, Andrew exprime son point de vue sur le deuxième amendement, affirmant que la possession d'armes à feu aux États-Unis est une tradition obsolète et dangereuse. Pour résoudre ce problème, il propose une solution unique en canalisant les tendances violentes dans les jeux vidéo. Il prétend que si quelqu'un veut tirer et tuer des gens, il peut jouer aux jeux vidéo de Sentinel. Pendant ce temps, le chef de la sécurité chez Sentinel, nommé Orson Creed, regarde l'interview avec sa femme, Abby. L'intervieweur interroge Andrew sur les efforts d'Orson pour impliquer Sentinel dans des contrats militaires. Andrew mentionne que leurs points de vue diffèrent. Il révèle également qu'Orson a tenté d'exploiter sa propriété intellectuelle à plusieurs reprises. Cependant, Andrew assure que cela n'arrivera plus. Cela rend Orson tendu, mais sa femme le réconforte en disant qu'elle l'aime parce qu'il n'est pas comme Andrew. Ensuite, le couple se prépare à partir quelque part lorsque des forces armées font irruption chez eux et prennent Abby en otage. En geste de légitime défense, Orson tente de sortir un couteau, mais il est rapidement assommé. La scène passe ensuite à un livreur qui livre un colis à un jeune homme nommé Max. Il semble que Max soit un champion de jeux vidéo talentueux, travaillant en tant que testeur bêta pour Sentinel. Le colis livré contient le dernier jeu que Max doit tester. En insérant le jeu dans son ordinateur, il reçoit un appel d'une femme travaillant au support technique de Sentinel. Bien qu'il ne l'ait jamais vue en vrai, Max semble avoir développé des sentiments forts pour elle au fil des ans, évident par le fait qu'il la considère comme une princesse. Avant de plonger dans le jeu, la princesse l'informe que ce jeu diffère considérablement des autres jeux en monde ouvert, car il se concentre sur une expérience authentique pour les joueurs. De retour chez Orson, les gangsters armés, dirigés par Zan, sont vus fixant un petit appareil sur le cou d'Orson. Une fois terminé, il l'active et quitte les lieux avec Abby. Pendant que Max commence le jeu, Orson reprend simultanément conscience. Max est initialement perplexe car le jeu n'a pas de menu, pas d'options et pas de chargement, contrairement aux autres jeux. Cependant, il ignore ces bizarreries et essaye de comprendre ce qui se passe. Il prend une photo dans le jeu avec Orson et sa femme, découvrant que son personnage virtuel n'est autre qu'Orson lui-même. Max explore ensuite la maison virtuelle du personnage et découvre un téléphone portable dans la cuisine. En jouant une vidéo, Zan, un NPC dans le jeu, s'adresse à lui. Ici, il est révélé que les événements se déroulant dans le jeu se reflètent réellement dans le monde réel et que le véritable Orson est contrôlé par l'appareil sur son cou. Zan informe Orson d'une série de missions, lui donnant 90 minutes pour accomplir chaque tâche. L'échec entraînerait la perte d'une partie du corps d'Abby pour chaque objectif non accompli. Sa première mission est de s'infiltrer dans la Banque nationale, sur le point d'être cambriolé, et de récupérer le contenu de la boîte de dépôt 1121. Max est impressionné par le réalisme du contenu du jeu, ignorant qu'il est en réalité synchronisé avec la vie réelle. Il stimule ensuite Orson à l'extérieur de la maison, monte dans une voiture et se dirige vers la banque. Entre-temps, les informations de dernière minute à la télévision signalent l'intrusion à la Banque nationale. Cependant, Max reste indifférent aux nouvelles car il reste uniquement concentré sur le jeu. Son personnage virtuel arrive à la banque et s'y infiltre sans être détecté. Au milieu du cambriolage, Orson contrôle et rampe à travers la banque et rencontre une employée. Max utilise un bouton pour communiquer avec la femme, dirigeant son personnage pour demander la clé de la boîte de dépôt 1121. En réponse, la dame lui indique son bureau. Orson obtient la clé et se dirige vers la boîte désignée. Juste avant de l'ouvrir, Max perd momentanément le signal alors qu'Orson tente de retirer l'appareil de son cou. Cependant, la connexion est rétablie, lui permettant de continuer la mission du jeu. À l'intérieur de la boîte de dépôt, il découvre un pistolet et une note l'instruisant de tuer les cambrioleurs et de prendre l'argent. La princesse le met en garde contre le fait de nuire à l'otage, mais Max rejette ses préoccupations, soulignant que ce n'est qu'un jeu. Ensuite, il abat les cambrioleurs un par un et récupère avec succès les sacs remplis d'argent. Il les charge ensuite dans la voiture et fuit la scène. Une fois à une distance sûre, Max décide de faire une pause déjeuner mais réalise qu'il ne peut pas mettre le jeu en pause, le laissant perplexe. Cherchant des éclaircissements, il interroge la princesse, qui propose de vérifier cela. Alors que Max se dirige vers la cuisine, il remarque les dernières nouvelles sur le récent cambriolage de la Banque nationale. De plus, il est choqué en reconnaissant la même employée de banque avec laquelle il a interagi dans le jeu. Cela lui fait enfin réaliser que les événements dans le jeu se déroulent réellement dans la vie réelle. Dans un état de panique, il tente précipitamment d'appeler la police, mais l'opérateur du 911 lui dit de rester assis et de continuer à jouer au jeu. Max raconte ensuite tout à la princesse,
mais elle lui conseille également de continuer à jouer. Inébranlé, il tente d'éteindre le jeu, mais en même temps, Zan apparaît à l'écran. Le gangster le menace de coopérer, sinon il tuera la princesse et le fera accuser du vol à la banque. À ce stade, Max apprend que l'argent qu'il a volé dans le jeu a été déposé sur son compte réel et que les sbires de Zan ont encerclé sa maison. N'ayant d'autre choix, Max continue à contre-cœur à jouer au jeu. Pour sa deuxième mission, Zan lui demande de se rendre dans une école privée voisine et de protéger le tireur qui veut perpétrer un massacre. Au début, Max est réticent, mais il est forcé quand la princesse dit qu'elle ne veut pas mourir. Il stimule ensuite Orson vers l'école, neutralise les gardes de l'école, laissant à contre-cœur le tireur tuer les étudiants. Cela provoque des larmes chez Max, mais il est impuissant. Après cela, Zan lui assigne la troisième mission, mais en même temps, une idée frappe l'esprit de Max. Il raccroche Zan et compose son propre numéro de téléphone, ignorant les objections de la princesse. Max parle à Orson et lui raconte tout ce qui se passe. Pendant ce temps, Abby, dont le visage a été défiguré lors de la confrontation précédente, est détenue dans la demeure d'Andro. Elle est assise à une table à manger avec Andro. Au cours de leur conversation, nous apprenons qu'ils ont une histoire ensemble. Andro demande si Orson est au courant de leur relation, à quoi elle répond avec colère qu'il n'y avait rien entre eux. À ce moment-là, Zan entre pour alerter Andro des actions de Max. Cependant, le PDG ne semble pas trop s'inquiéter de cela. Pendant ce temps, Max guide Orson vers sa maison, neutralise les gardes de patrouille de Zan et rentre chez lui. L'ensemble de l'incident est instantanément reflété dans le jeu et Max peut maintenant se voir. Réalisant qu'Orson ne peut pas parler, Max implore la princesse de débloquer sa fréquence vocale, ce à quoi elle acquiesce à contre-cœur. Orson parle enfin et dit à Max que sa maison est surveillée. Max ne le croit pas initialement, alors il montre toutes les caméras cachées et les dispositifs d'écoute dans sa maison qu'Andro utilise pour le surveiller. Il révèle en outre qu'il a créé tous ces dispositifs de sécurité, y compris les écoutes. Après le débogage de tous ces appareils, Max et Orson s'asseyent et parlent de Sentinelle. Pendant cette conversation, Orson révèle qu'il est celui qui a créé la technologie qui relie les gens aux personnages de jeux vidéo, qu'il appelle Control X. Bien qu'il l'ait conçu pour la surveillance, il a réalisé plus tard qu'il était mieux adapté à des fins militaires. Selon Orson, Control X vise à créer des soldats plus forts avec des réflexes rapides et de jeux Dieu. Il l'a créé dans l'intention de sauver des vies, mais Andro l'utilise à des fins personnelles. Au cours de leur conversation, Max remarque l'appareil sur son cou et Orson lui demande de le retirer. Cependant, Max semble avoir autre chose en tête alors qu'il sort de la maison et traîne l'un des sbires inconscients à l'intérieur. Peu de temps après, il retire l'appareil du cou d'Orson et le place sur le sbire, ce qui reste inconnu à Andro. Maintenant qu'Orson est enfin libre, il se dirige pour confronter Andro chez Sentinelle et sauver sa femme. Pendant ce temps, Andro fait un appel vidéo avec Max, émettant une menace de nuire à sa petite amie s'il refuse de se conformer. Pour démontrer son pouvoir, Andro va jusqu'à tuer l'une de ses employées féminines. Effrayé, Max accepte à contre-cœur de se conformer aux instructions. On lui assigne alors la troisième tâche, approcher et assassiner Caleb Angelo. Il s'avère que Caleb possède 51% du plus grand fichier de serveur mondial, alors qu'Andro n'en possède que 40%. En éliminant Caleb, Andro pourrait facilement acquérir toutes les actions et prendre le contrôle du monde. Se sentant impuissant, Max dirige son personnage virtuel vers Caleb, intercepte sa voiture au milieu de la route et réalise l'assassinat. Cependant, Andro, qui observe tout cela, devient suspicieux lorsque Caleb ne reconnaît pas Orson. D'un autre côté, Orson arrive chez Sentinelle pour être confronté à Zan et à ses sbires. Au début, il cherche à être en bon terme, mais le comportement imprudent de Zan finit par le faire perdre patience. En résultat, il commence à combattre les gardes et à abattre tous ceux qui se mettent sur son chemin. Malgré sa retraite, il a toujours des tactiques exceptionnelles dans le combat, dominant seul de nombreux gardes. Il a finalement un combat en tête-à-tête avec Zan et l'incapacite également. Orson se dirige ensuite vers l'étage supérieur, où il trouve Abby prise en otage par l'un des gardes. Andro émet une menace, exigeant la reddition d'Orson ou faisant face à des conséquences graves. De plus, il affiche également des images vidéo de son homme de maintenant Max en joue. Au fur et à mesure qu'ils approfondissent la conversation, Andro exprime son souhait de contrôler le monde comme un dieu. Orson demande la raison pour laquelle il a tué les enfants innocents de l'école, à quoi Andro révèle qu'ils sont les victimes collatérales de la guerre. Il prétend que parfois, pour améliorer les choses, il faut d'abord les aggraver. Il affirme également qu'Orson aurait pu être à ses côtés, mais il a choisi un chemin différent. Orson argumente qu'il n'a pas le droit de contrôler les gens, mais ce dernier reste dédaigneux.
Pendant ce temps, chez lui, Max, malgré la menace d'une arme à feu, stimule secrètement son personnage virtuel vers chez lui. Avant que le tireur ne remarque l'anomalie, le personnage contrôlé de Max pénètre dans la maison et le maîtrise. Après cela, Max monte dans la voiture et se dirige vers Sentinelle pour aider Orson. Chez Sentinelle, Orson signale stratégiquement sa femme au bon moment, qui attaque alors le garde derrière lui et le jette du toit. Simultanément, Orson affronte Andro dans une lutte physique. Le combat devient intense lorsque les deux saisissent des épées et commence une lutte à l'épée. Andro se révèle habile avec les épées car il parvient à frapper Orson avec plusieurs balancements, le blessant. Mais avant qu'il ne puisse finir notre héros, Max arrive avec un pistolet et le tue. Dans la scène finale, on voit Max, qui est maintenant nommé nouveau PDG de Sentinelle, participant à une interview dans laquelle il s'engage à ramener l'entreprise sur le bon chemin. D'autre part, Orson, en vacances avec sa femme, regarde l'interview avec un sourire sur son visage.